Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'émission d'après-course du Grand Prix d'Espagne disputé pour probablement la dernière fois au circuit de Barcelone-Catalunya, puisque ensuite, en 2026, le Grand Prix d'Espagne se transportera à Madrid. Alors, je vais tout de suite vous donner le classement du Grand Prix d'Espagne, qui est encore provisoire au moment d'enregistrer. Alors, on a Oscar Piastri qui gagne encore une fois devant Lando Norris en deuxième place et Charles Leclerc hérite de la troisième position devant George Russell. Tenez-vous bien en cinquième place, Nico Hülkenberg dans la Sauber, Lewis Hamilton sixième, Isaac Hadjar septième, Pierre Gasly huitième. Tenez-vous bien à nouveau, Fernando Alonso neuvième, premier point de la saison, et Max Verstappen dixième après une pénalité de 10 secondes pour avoir causé une collision avec George Russell, dont on en reparlera après. Et on a perdu deux pilotes, Kimi Antonelli et Alex Albon. Et à noter que Lance Stroll ne participait pas à ce Grand Prix en raison de douleurs au niveau du poignet et de la main, ce qui l'a forcé à ne pas participer au Grand Prix. Et d'ailleurs, on lui souhaite un prompt rétablissement. Pour revenir sur cette course, je suis avec Marc-André Fortes. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien. You sure? Are you sure? Course difficile. Ouais. Sur tous les points. Stratégique, émotion. Ben, justement, émotion, ça paraît peut-être pas, mais je ne décolère toujours pas en ce moment, mais vous allez comprendre pourquoi après. Mais avant tout, on va parler des choses vraiment heureuses, et malheureusement pas pour toi, Marc-André, mais McLaren qui inscrit un doublé. Malgré la stratégie agressive de Max Verstappen, McLaren a été en contrôle de ce Grand Prix. Oui, ils ont bien réagi. Puis, tu sais, je pense que l'exemple, justement, de cette belle réaction-là, c'est lorsque Max a remis des pneus pour une troisième fois avant la safety car. Je pense qu'une écurie qui aurait eu un surplus de confiance n'aurait pas arrêté. Et je trouve que c'était la bonne chose à faire. Puis une chance, parce que tu vois, ils ont arrêté vraiment au bon tour. Je pense que s'ils arrêtaient un tour plus tard, peut-être que Max aurait, à ce moment-là, aurait été en mesure de dépasser Norris. Puis c'est vraiment justement une écurie en confiance que l'on a vu encore une fois cette semaine, autant sur le plan stratégique qu'en termes de performance. Puis on ne peut qu'être vraiment très heureux encore pour Oscar Piastri qui a été en gros contrôle de sa fin de semaine encore une fois. J'ai vu une vidéo sur sur les réseaux sociaux mentionnant qu'il ne voulait pas vraiment laisser passer Norris visiblement avec l'aspiration en qualification. Ça dénote encore une fois de la compétitivité de Oscar Piastri. Ça reste un pilote vraiment magnifique là, à voir ça en piste. Là. Exact. Et d'autant plus aussi, je sais qu'il y a eu toute cette histoire des ailerons flexibles qui prenaient place, la directive technique qui prenait place dès le Grand Prix d'Espagne. Et on pensait que ça allait changer l'ordre, donner moins d'avantages à McLaren. Mais au final, McLaren a été au sommet tout au long du week-end. Ouais. Est-ce que ça a peut-être touché légèrement encore la performance, là? On voyait. J'ai senti quand même une McLaren moins solide, malgré la domination. Parce que je serais quand même curieux là, de voir la télémétrie pour voir dans des virages plus lents ou plus rapides les comparaisons. Mais effectivement, peut-être qu'on s'attendait à une plus grosse différence, là, disons. Ouais, et d'autant plus aussi que Piastri a réalisé en qualification le meilleur écart entre le premier et le deuxième de toute la saison, qui était, je pense, au-delà de environ 2 dixièmes. Ouais. Ce qui est quand même fou à penser que après
déjà un peu plus du quart de la saison. C'est le plus gros écart de la saison en termes de qualification. Mais en course, Piastri n'a jamais été inquiété. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ça démontre aussi de la parité qu'on a quand même malgré tout cette année. Puis aussi de la force de caractère de Piastri de réussir un tour comme ça en Espagne, qui est pas le circuit le plus difficile, mais quand même, il y a des virages assez rapides qui font en sorte que tu dois bien les manœuvrer pour être certain d'atteindre ta vitesse de pointe au bon moment. Puis je pense que Piastri l'a bien montré là. Oui, exactement. Donc, ça, pour Piastri, ça a bien été. Du côté de Lando Norris, c'est bien repris malgré un départ un peu plus lent que comparé à Max Verstappen. Donc, quand même, il a été en mesure de dépasser la Red Bull du Néerlandais. Ça n'a pas été vraiment... Ben, Norris a été un peu moins au-dessus que Piastri, parce que je pense... Peut-être on pensait que Monaco, ça allait être le moment où Norris allait donner un autre coup de semonce à son coéquipier, mais ça a plutôt été l'inverse. Et surtout aussi, il y avait la crainte, encore là, sur la stratégie agressive par Red Bull et de Max Verstappen, que justement, ça ne soit pas un doublé McLaren. Ouais, j'ai senti Norris encore en difficulté quand même, malgré tout, malgré la deuxième position. On dirait vraiment pas que c'est un pilote actuellement qui peut se battre au niveau de Piastri. Puis c'est fou de dire ça que il y a à peine un an, on aurait peut-être dit complètement le contraire, tu sais. Mais c'est dans des courses comme ça, je trouve que la différence entre Piastri et Norris est quand même vraiment importante. Des petits détails durant la course qui font en sorte qu'on questionne un petit peu ce possible championnat du monde un jour pour Norris. Puis tu sais, peut-être que j'élargis beaucoup sur le résultat de la course. Là, ça reste qu'il a bien fait, puis que je pense que s'il y avait un petit peu moins bien fait, probablement que Red Bull aurait pu passer avec sa stratégie. Mais ça reste que j'ai quand même trouvé un petit peu en difficulté aujourd'hui. Ouais. Mais peut-être qu'à Montréal, il va se replacer. Il avait quand même bien fait l'année dernière, mais Montréal n'est pas un circuit difficile, pas un circuit facile non plus. Mais j'ai bien hâte de voir justement. Mais Abdou, oublie pas, c'est au Ferrari de se reprendre cette année là. Ouais, ben plus à une Ferrari plutôt que l'autre. Justement, on en reparlera de l'autre Ferrari justement. Parce que ça va pas très bien. Non, ça va pas très bien. Mais pour parler de Max Verstappen, quand même, je pense, je sais pas si Max pouvait vraiment gagner cette course. Mettons de côté la présence de la voiture de sécurité avec l'abandon d'Andrea Kimi Antonelli. Je sais pas si Max pouvait vraiment aller chercher la victoire avec cette stratégie à 3-0. C'était bien parce que ça me faisait penser à ce que Michael Schumacher avait fait en Hongrie à la fin des années 90. Stratégie super agressive et surtout vraiment forcer McLaren à pousser et à s'arrêter pour que Verstappen revienne en tête de l'épreuve ensuite. Alors, jusqu'à ce moment-là, ça semblait fonctionner. Ouais, ça semblait fonctionner, mais je me demande si c'était pas un petit peu quand même sur l'arrêt respiratoire. J'ai l'impression que c'était quand même une stratégie qui demeurait tellement audacieuse à ce moment-là que je voyais peu comment ça pouvait fonctionner. Puis tu vois, ça a mieux fonctionné que ce que je m'attendais. Donc déjà là, je pense qu'ils peuvent quand même se réjouir. Mais je me demande si quand même il avait décidé d'avoir une stratégie plus traditionnelle, si Max aurait pas eu plus de chances de l'emporter. Parce que ça a mis Max en difficulté. Ça l'a mis Max dans le trafic. Ça l'a mis Max dans une situation où certaines voitures qui n'étaient pas
sur le tour sur le premier tour en Malagie, on parle de Lawson et Behrman, que autant pour Norris et Verstappen, les deux ont été désavantagés par les deux voitures. Puis pour moi, ça a été deux réactions très mauvaises de drapeau bleu. J'ai l'impression que les deux savaient même pas que les deux s'en venaient. Je parle de Behrman et Lawson, là. Donc, ça a quand même rendu des peut-être pas si service à Max que ça, mais j'ai hâte de voir les commentaires stratégistes de Christian Horner pour comment il a perçu cette course-là, puis également là, l'interview de Max Verstappen pour cette raison-là ainsi que l'autre. Ouais, parce que, mais avant de passer justement à ce point-là, dans le cas de Lawson et Behrman, puis même avec Tsunoda puis Ocon aussi, je crois qu'en Verstappen est revenu en sortant de la ligne des puits, il se battait pour des positions, donc il pouvait pas... Tu sais, c'était un peu un catch-22. C'était Ouais, plus... mais quand Behrman est sorti de la piste, techniquement, quant à moi, il aurait dû baisser le rythme un peu pour être sûr qu'il laisse passer Norris et Max. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, il y a des points, il y avait une 10e place en jeu, donc c'était un peu plus compliqué parce que tu veux pas, évidemment, tu dois pas interférer avec les voitures plus rapides, mais tu veux pas non plus perdre du temps à cause des voitures plus rapides quand ton adversaire est juste à ta portée. Donc, c'était un peu un catch-22. Heureusement, ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu mal finir. Surtout, je sais pas si on pourra en reparler aussi de Liam Lawson qui a été, ma foi, un peu agressif tout bord, tout côté aujourd'hui. Ouais. Mais c'est ça. C'est vrai que c'était un peu plus difficile. Et aussi, l'autre point que je voulais amener, c'est surtout l'undercut. L'undercut a joué un rôle important aussi dû au fait que quand Norris est revenu devant Verstappen, Verstappen était à moins d'une seconde de Norris. Ouais. Donc, elle est capable de le rattraper. Évidemment, il y avait les retardataires devant, donc ça n'a pas aidé. Et on a vu Verstappen frustré levant le poing ou le bras à l'endroit de Behrman. Bon, là, on va parler premièrement, du moment qui a changé la course. Premièrement, c'est la voiture de sécurité causée par l'abandon d'Andrea Kimi Antonelli. Les deux McLaren se sont arrêtés pour des tendres usés, mais Max Verstappen les a suivis pour des pneus durs neufs. Inacceptable. Mais la défense de Red Bull, c'était qu'il n'y avait il n'y avait qu'une autre option. C'était la seule option qu'il restait. Mais il aurait pu rester en piste. Il venait de rentrer, les pneus étaient encore bons. Il y avait la réduction de vitesse de la voiture de sécurité. La voiture d'Antonelli était quand même très mal placée. On l'a vu, ça a quand même été très long. On pouvait savoir déjà de base que ça allait être quand même long. Il allait rester quelques tours à peine à ce moment-là. Moi, je pense que c'est ça qui a tout fait chavirer. C'est le fait jamais tu aurais dû mettre des pneus comme ça à Max parce que tu savais très bien qu'elle allait être en difficulté puis que ça allait le rendre tellement vulnérable à un moment important. C'est la base de tout, selon moi. Exact. Mais en même temps, je sais pas à quel point les pneus usés des McLaren étaient usés parce que je sais pas s'ils ont montré sur la tour de chronométrage la durée de vie des pneus au moment de sortir au moment où les arrêts au puits ont été effectués. Oui, Verstappen avait 4 tours d'usure sur ses pneus tendres, mais à quel point les pneus usés de McLaren étaient usés, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Probablement de 1 ou 2 tours max. On s'entend tous que ça a dû être utilisé peut-être en qualif. Ouais. Ou, d'après moi, c'était pas des pneus qui avaient été utilisés, par exemple, en essai.
Mais ça, c'est des infos qui nous manquent effectivement en ce moment. Peut-être qu'on pourrait avoir l'info, mais quant à moi, Red Bull aurait dû penser à sa propre course au lieu de penser à la course des autres. Puis tu sais, je pense que tous les pilotes s'entendaient pour dire cette semaine que les pneus durs en Espagne, ça fonctionnait pas du tout. Donc, je ne comprends pas comment tu peux mettre des durs à un pilote alors qu'il va devoir se battre dans une relance. Puis on a vu, les pneus tenaient pas du tout. Là. Il a pratiquement perdu le contrôle sur la ligne droite. Je pense que ça, c'est la preuve ultime que c'était la pire décision qu'il pouvait prendre. Je pense que des pneus tendres plus usés auraient pu mieux faire que tout simplement avoir ces pneus-là. Là. Ouais. Et justement, là, on va venir au point de contention. Désolé, Marc-André. Je vais devoir te mute parce que je vais aller avec une petite tirade. Marc-André l'a mentionné. Verstappen a perdu le contrôle, presque perdu le contrôle à la relance. Beau sauvetage d'ailleurs. Et ensuite, il voit Charles Leclerc et George Russell se rapprocher. Et là, il y a contact entre Leclerc et Verstappen sur la longue ligne droite. Ensuite, Russell tente le dépassement sur Verstappen. Contact. Verstappen est obligé de prendre la voie de dégagement pour revenir en piste de manière sécuritaire. Et là, on a ensuite Gianpiero Lambiase, qui est l'ingénieur de piste de Verstappen, dire à Max de redonner la position à Russell, ce que Max Verstappen n'a pas apprécié. Et ensuite, Verstappen laisse passer une première fois Russell, et là, il y a contact. Et un peu plus loin, là, Verstappen le laisse passer. Marc-André, qu'as-tu pensé de tout ça? Tu parles du contact avant ou le deuxième contact? D'abord le contact entre Russell et Verstappen, parce que c'est là où vraiment, je pense, ça a commencé à dégénérer. Ce contact-là, selon moi, Max n'est pas nécessairement en tort. Je pense que c'était seulement un incident de course. Puis Max a respecté la règle de suivre la ligne. Selon moi, Max n'aurait pas dû remettre sa position. C'était tout simplement correct. Puis à la limite, je pense que si j'avais été Red Bull, j'aurais préféré laisser Max là, quitte à avoir un 5 secondes de pénalité à la fin de la course, parce que c'était pour moi, selon moi, trop serré pour prendre une telle décision alors qu'il reste 3 tours. Mais encore là, je pense que les écuries préfèrent prendre les devants, quitte à laisser son pilote avoir une petite chance d'aller chercher l'autre pilote. Mais dans un cas comme ça, moi, j'aurais laissé Max devant puis vivre avec la possible pénalité qui en suit. OK. Parce que moi, et très honnêtement, puis je l'ai dit dans le chat, je l'ai dit un peu partout, là, en ce moment, je me sens plus calme parce que le fait de parler d'autres choses, ça m'aide. Mais très honnêtement, j'ai du mal à digérer ce qui vient de se passer. Parce que, d'abord, à première vue, j'attends le document officiel de la FIA pour expliquer pourquoi Max Verstappen n'a eu que 10 secondes et pas une pénalité plus sévère. Parce que, à première vue, ça semblait absolument intentionnel. Il ralentit, puis il va directement tourner vers... il tourne même pas, il va directement sur George Russell et provoque une collision. Là-dessus, déjà, le fait qu'il ait été pénalisé, c'est fine. Le 10 secondes, c'est arbitraire mais j'ai trouvé ça complètement inacceptable de la part de Max. Je comprends qu'avec la stratégie de 3 arrêts, en fait, pas la stratégie de 3 arrêts, les pneus durs, c'était pas une bonne idée. Et ça, je pense qu'on est pas mal d'accord. Mais le fait de perdre, d'abord, ce sang-froid parce que
Charles Leclerc, il y a eu contact entre les deux. D'ailleurs, c'est sous enquête pour le moment. On ne sait pas qu'est-ce qu'il en revient de ça parce que le site de la FIA a crashé au moment où on enregistre. Mais le simple fait que Max décide de tourner, ou même pas de tourner, mais de vouloir provoquer un point à George, j'ai trouvé ça inacceptable. C'était délibéré. Tout à fait. C'est même 10 secondes. Je comprends qu'il y a un précédent, mais écoute, avec le précédent en question, c'est Sébastien Vettel qui est entré volontairement en contact avec Lewis Hamilton au Grand Prix d'Azerbaïdjan 2017. 17, ouais. Mais c'est quoi? Est-ce que 10 secondes, c'est suffisant pour dire à un pilote que si tu de ne plus refaire ce que tu as fait? Parce que pour moi, ça aurait mérité soit un drive-thru ou le drapeau noir, littéralement, parce que c'est un acte de vengeance. C'est un acte de vengeance. Et déjà, on le dit à plusieurs reprises. Quand on achète nos billets pour assister à n'importe quelle course automobile, on nous dit que la course automobile, c'est dangereux. Et c'est pas parce que en NASCAR, ça se fait que t'es obligé de le faire dans les séries à monoplace à roues découvertes. Et d'ailleurs, justement, le terme le dit, parce que ce sont des monoplaces à roues découvertes. Tu décides de te venger, ça vire mal, tu peux te faire mal, tu peux faire mal à ton adversaire, et même tu peux faire mal au commissaire de piste et même à des spectateurs. Donc, là-dessus, je sais que c'est extrême ce que je dis, mais ça peut être il peut y avoir des implications. Donc, là-dessus, le 10 secondes imposé à Max, j'ai trouvé ça très soft. Moi, j'aurais fait un passage au puits. Ça aurait été, je pense, une conséquence. Déjà. Mais encore là, comme tu dis, je pense que c'est le fait qu'il y a déjà eu jurisprudence dans des tels cas qui font en sorte qu'on dirait que... Mais ça, c'est la décision de la FIA de base. Et je pense que les conséquences sont jamais assez importantes en F1, ce qui font en sorte que dans des circonstances comme ça, où il y a déjà eu jurisprudence, on a comme pas le choix d'aller de l'avant avec une telle conséquence, mais j'ai hâte de voir la suite. Ouais, et d'ailleurs, j'ai la réaction de Max Verstappen qui a parlé, entre autres, à Rachel Brooks de Sky Sports. En fait, il a sorti un peu la phrase classique de José Mourinho. Du genre, if I speak, I'm in big trouble. Dans ce genre-là. Mais il a parlé de la stratégie, des pneus durs. Il dit que la voiture de sécurité est tombée à un mauvais moment et qu'il n'avait plus les durs à monter. Bon, c'était pas le bon choix avec 6 tours à faire et tout ça. Mais il n'a pas voulu parler en long et en large du contact avec George Russell, de la pénalité de 10 secondes. George Russell, de son côté, a dit que ça sentait vraiment délibéré. C'est quelque chose qui a été vu à plusieurs reprises en sim racing et dans iRacing, mais jamais en Formule 1. Et très honnêtement, c'est quelque chose qui... Puis j'en ai témoigné, j'en ai fait aussi, mais à culpa. Mais quand tu es en colère en sim racing, parce que tu sens que tu as été victime d'un contact, tu as été poussé hors piste, c'est tellement facile de faire du retaliation. Donc, c'est tellement facile de se venger parce que le seul impact que tu as, toi, c'est juste d'être out de la course. Mais dans iRacing, tu peux te faire suspendre. Parlez-en à Scott Speed qui a été banni de iRacing. Et Max Verstappen aussi, malheureusement, il l'a fait aussi en sim racing. Mais des cas de vengeance en Formule 1, si c'est le cas, évidemment, je tiens ça en attendant d'avoir les documents officiels et la télémétrie. Mais si c'est volontaire, si c'est vraiment volontaire aux yeux de la télémétrie, là, le 10 secondes n'est pas assez.
Là, l'autre point, c'est qu'il y a les points de pénalité. Max Verstappen est actuellement à 4 points d'une suspension d'un Grand Prix. Qu'est-ce qui va arriver? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont lui en donner 2? Est-ce qu'ils vont lui en donner 3? Ou bien même, est-ce qu'ils vont lui en donner 4 pour qu'il soit suspendu pour le Grand Prix du Canada? On ne le Il y a sait une pas. première décision, je crois, qui est tombée sur le Twitter de la FIA. J'ai pas accès à mon réseau ne permet pas d'avoir accès à la photo. C'est une décision sur Max, on dirait. OK. Si tu veux aller voir peut-être là, rapidement. Là. OK. Ben, justement, j'ai le... Ben, tu vois, j'ai gracieuseté de Race Fund. Ben, ça, c'est le premier truc. Les commissaires ont confirmé que Max Verstappen n'a pas quitté la piste de manière délibérée dans le contact avec George Russell. Tu vois? moi, j'aurais pas redonné la position, mais ça le confirme. Tu sais. Et là, donc, ça veut dire qu'il n'avait pas effectivement besoin de laisser passer Russell. Donc là, ce qui veut dire que je sais pas si ça rend le truc encore pire du côté de Max, parce que il n'avait pas besoin de le faire. Parce qu'à ce moment-là, il était dans une circonstance où l'écurie avait décidé de le faire quand même. Je pense pas que ça change nécessairement le. Ouais, c'est une bonne question. Ouais, parce que là... À première vue, je pense pas que ça change rien, mais peut-être, je sais pas, peut-être que ça pourrait changer quelque chose, mais à première vue, je pense pas. Donc, c'est ça. Là, je suis en train d'envoyer le truc dans le chat privé, autant sur le bulletin GP que dans le groupe des modérateurs de la monoplace, mais... OK, ouais, OK, je viens de le voir. Là. Parfait. Mais moi, je sais pas. Est-ce que... Là, s'il voulait être frustré, ce serait plus envers les Red Bull et non jeter son dévolu sur George Russell. C'est ça qui me dérange un peu plus. Je comprends. Ouais. Mais, ouf. Mais, très honnêtement, le site de la FIA n'est pas disponible pour le moment. Ah, c'est fou. Ouais. Donc, en ce moment, ben, là, on va attendre. Peut-être qu'on va avoir une décision avant la fin du podcast. Peut-être qu'on va pouvoir vous informer le tout. Mais, est-ce qu'on vient de voir la même chose? Ben, là, je vois que... 3 points de pénalité pour Max. Donc, un total de 11 sur donc, il va être correct pour le Canada. Mais, il est sous enquête pour l'incident entre lui et Leclerc. Mais c'est-tu Leclerc qui est en... That's the thing. Parce que je sais pas... Moi, je pense que c'est plus un incident de course plutôt qu'autre chose. Mais moi, j'avais l'impression que c'était Leclerc qui s'était un petit peu porté sur Max. Mais encore là, je peux être... je peux être un petit peu pas vendu, là, mais je veux dire, je peux avoir mal vu. Là. Mais j'ai l'impression aussi que c'est un incident de course. Mais au total, 3 points de pénalité pour Max et la décision serait de conserver les 10 secondes de pénalité. Donc, il conserverait... en fait, il conserve automatiquement si il n'y a pas d'autres sanctions sa 10e position et la possibilité de faire la course au Canada. Ouais, pour le moment. Mais pour le moment. C'est ça. Tout dépend de comment, en fait... est-ce qu'ils vont donner... Est-ce qu'ils jugent Verstappen coupable ou non? Mais ça va être à suivre. Et d'ailleurs, Marc-André, et voilà. Donc, tiens, justement, je vois le document. Mais ça, c'est le... Mais ça, justement, c'est le... Ça vient de la FIA en tant que tel. Donc, si je comprends bien, actuellement, Max doit avoir des courses parfaites au Canada et à Autriche parce qu'il reçoit des points après le Grand Prix de l'Autriche, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et là, je vais lire parce que j'ai le document en plus. Donc,
des communications radio, d'ailleurs c'est une traduction libre, des communications radio, c'était clair que la voiture, le pilote de la voiture numéro 1 avait été demandé par l'équipe de redonner la position à la voiture 63 dans ce qui pensait être une infraction, donc avoir quitté la piste délibérément et obtenu un avantage. Et ensuite, ils ont mis entre parenthèses, en fait, on a déterminé que il n'y a eu aucune action. Donc, c'était correct. Le pilote de la voiture numéro 1 était clairement frustré et par la décision de l'équipe. À l'approche du virage 5, la voiture numéro 1 a réduit de manière significative sa vitesse pour laisser passer apparemment la voiture numéro 63. Par contre, après que la voiture 63 ait été devant la voiture numéro 1 à l'entrée du virage 5, la voiture numéro 1 a soudainement accéléré et entré en collision avec la voiture numéro 63. La collision a été sans aucun doute causée par les actions de Verstappen. Et là, on a imposé une pénalité de 10 secondes. Ce qui est une explication correcte. Le 10 secondes, je suis toujours pas d'accord, mais au moins l'explication, elle est correcte. Et les 3 points, je trouve justifiables. C'est justifiable, quoique j'en aurais donné 4, mais au moins la FIA a expliqué le raisonnement. Ouais. Et là, je viens d'envoyer le document en question sur le chat pour que tu puisses le voir et que les autres puissent le voir en conversation privée. Mais oui, c'est ça, je pense que Max a été très impulsif là-dessus. Et puis, bon, Ollie Berman a reçu une pénalité de 10 secondes. Donc, pénalité de 10 secondes à Ollie Berman pour avoir quitté la piste et obtenu un avantage. Donc, lui, au moins, il a été pénalisé. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû réduire sa vitesse, autant pour Norris, pour Max, mais aussi parce qu'il était en tort sur Lawson. Exact. Donc, ouais, quand même, fin de course assez mouvementée dans beaucoup de circonstances. Mais encore une fois, je pense que j'aurais dit tout ça aurait pu être évité si Red Bull avait pris la bonne décision. Je pense que c'est un... Mais je n'excuse pas le geste de Max, là, je veux être bien clair, mais je pense que tout ça aurait pu être évité si la bonne décision avait été prise. C'est rare que Red Bull prenne pas des bonnes décisions, je trouve, sur ces occasions-là. On l'a vu souvent à plusieurs reprises où Max était sur la ligne, puis je trouve que Red Bull avait fait justement la bonne décision de redonner ou pas la place, puis là, je trouve qu'ils l'ont échappé parce que pour moi, c'était clair qu'il y avait rien de grave sur la première séquence. Exact. Mais ça reste à voir parce que j'ai vraiment l'impression que écoute. Puis techniquement, Mercedes pourrait-il aller en appel de la première décision, peut-être? Je sais pas si la décision non. Je penserais pas honnêtement qu'ils puissent, à moins qu'ils aient d'autres preuves, des circonstances atténuantes faisant en sorte que justement Max a fait ça de manière volontaire, mais sinon je ne vois pas d'autres points de contention en fait sur ça. Donc j'ai pas de problème là-dessus. Je pense que Max a été correct sur cette action envers la première action contre Russell, en fait. Mais le contact, ça, c'est inacceptable au plus haut point. Bon. Mais durant l'épisode, si jamais il y a quoi que ce soit, Marc-André et moi, on va vous tenir au courant. Surtout, on va parler de Charles Leclerc qui
obtient un podium, disons, on pourrait dire inespéré, mais il était clairement la Ferrari la plus rapide en course. Un bon départ quand même, mais un bon départ des deux Ferrari, on va se le dire. Oui, vraiment. Puis je ne sais pas trop comment Hamilton. Moi, j'ai manqué une partie de la début. J'ai vu le départ, j'ai manqué une partie de la course ensuite, mais j'ai pas trop compris comment Hamilton avait perdu autant de rythme parce qu'au début, ça allait quand même bien. Puis oui, je pense que la Ferrari était dans une bonne forme générale. Bon, je pense que Charles a eu un petit cadeau du ciel quand même là avec avec la décision de Red Bull des pneus, tout ça. Je pense que sinon, je pense pas que la troisième place aurait pu être possible. Mais ils ont tellement fait d'erreurs depuis les dernières années, Ferrari, qu'ils peuvent bien être récompensés parfois par une mauvaise décision des autres écuries. Puis je pense que Leclerc a été en a profité. Puis encore là, je pense qu'il a fait une course très propre dans l'ensemble qui lui a mené justement à être bien positionné pour la relance. Exact. Et surtout qu'après, quand on l'a vu, Ferrari a été obligé de demander à Lewis d'échanger sa position avec Charles. Et ça a fonctionné ensuite. Leclerc a été, bon, il a fait sa course, mais Hamilton n'a jamais été en mesure de suivre ensuite. Donc, moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe du côté de Lewis. Ça va vraiment pas bien. Et d'autant plus aussi qu'il s'est fait dépasser par une Sauber. Ça fait mal. Ça fait mal au cœur, hein? Ça doit faire mal ça doit faire mal au cœur. Donc, c'était vraiment pas un Grand Prix facile pour Lewis. C'était bien parti, un bon départ en dépassant George Russell. Mais ensuite, ça s'est carrément effacé. Ouais. Effacé ensuite. Leclerc, bon, encore une fois, il est sous enquête pour cet incident avec Max, cette touchette avec Max. Mais quand même, moi, je l'ai trouvé bien, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont bien fait. Puis c'est un moment important quand même parce qu'on s'en vient tranquillement pas vite vers la mi-année. Puis tu sais, ça n'a pas toujours été facile pour eux, mais là commence tranquillement, je trouve, à avoir des meilleurs résultats. On l'a vu quand même à Monaco, là, ça avait bien parti pour les Ferrari. Fait que j'ai l'impression que ils sont quand même sur une certaine heure d'aller. Ça prouve peut-être qu'il y a des changements sur la voiture qui ont été positifs, puis qui amènent justement cette voiture à être un petit peu plus rapide, ou du moins suffisamment pour mieux se battre. Parce que il y a eu des courses vraiment pas faciles au début de la saison pour eux. Puis on dirait qu'ils ont plus de rythme, plus de facilité à suivre les autres. Fait que je pense que c'est bon signe pour nous, les fans, pour cette fin de saison qui s'annonce assez bonne, merci. Mais je pense aussi que Ferrari devra aussi se concentrer sur 2026 parce que sérieusement... Ouais, c'est ça, exact. Mais je pense que quand même, j'ai l'impression que la voiture s'est assez bien améliorée pour qu'ils puissent penser vers 2026 tout en ayant une voiture qui a suffisamment bien avancé pour se battre légèrement quand même. Exact. Mais je pense qu'il y a une petite, mais très petite amélioration, je trouve. Hamilton, au moins, a été devant Leclerc en qualification. C'est pour la deuxième fois cette saison. En Grand Prix, pas en sprint aussi, là, mais je pense que ça, au moins, ça a été un boost pour Hamilton, mais encore, ça s'est carrément effiloché. Et pour Charles, c'est quand même un deuxième podium consécutif, ce qui est bien en plus. Donc, mais sérieux, je commence à avoir beaucoup de questions concernant Lewis Hamilton et Ferrari. À savoir, est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que Lewis n'est pas encore adapté avec la voiture, avec la manière de travailler avec Ferrari, ou bien c'est plus un signe que Lewis, avec la génération actuelle de voitures, ça ne va vraiment pas très bien. Ouais. Là, on va donner beaucoup de temps d'antenne à Sauber parce que vraiment, il le mérite. Pas seulement parce que Nico Hülkenberg a fini 5e, mais Gabriel Bortoleto a connu un excellent week-end. S'est qualifié 12e et a terminé 12e, mais était vraiment dans le coup durant la course.
pouvait même espérer marquer des points, la recrue brésilienne. Vraiment un week-end solide pour les deux Sauber. Et tu sais, Marc-André, je me souviens qu'on avait fait l'après-course du Grand Prix d'Autriche quand Hülkenberg avait marqué ses points. Je disais que c'était circonstanciel, ces points. Ouais. Je pense je me rétracte parce que là-dessus, Hülkenberg a été vraiment bon durant ce Grand Prix. Ouais, vraiment. Tu sais, on faisait aussi des blagues lors du premier podcast, à savoir combien de fois on allait voir les Sauber à la télévision internationale. Là, ils sont en train de nous faire mentir un peu. Là, on va l'avoir vu pas mal cette année. Ah oui, vraiment. Et en plus, Hülkenberg qui a quand même gagné 5 places au départ. C'était mal qualifié, mais a quand même gagné 5 places au départ, même si il a pris la poudre, la zone de dégagement au premier virage, au premier tour, et qu'il est entré en contact avec Alex Albon, ce qui était malchanceux dans le cas d'Albon. Mais la FIA a dit ce qu'il avait fait, c'était correct. Et il a obtenu 5 positions. Mm-hmm. Et il s'est battu aussi contre Fernando Alonso, il s'est battu contre Isaac Hadjar. Et la relance aussi l'a vraiment aidé. Donc, vraiment, chapeau Nico Hülkenberg, qui, pour moi, est le vrai MVP de ce Grand Prix. Oui, vraiment, c'est toute qu'une course pour lui, justement. En plus, le beau dépassement quand même là, sur Lewis Hamilton, là, je pense que c'est pas à négliger non plus, surtout en sachant que même si Lewis semble en difficulté avec sa Ferrari, il n'y a pas vraiment d'explication pourquoi une Sauber a réussi à le dépasser. Donc, non, je pense que c'est chapeau pour Hülkenberg dans cette circonstance. Exact, mais je pense que et même Bortoleto aussi, parce que je pense qu'il faut aussi donner du crédit à Sauber. Cette voiture est moins pire qu'on le pense. Mm-hmm. Parce que je pense que c'était à Imola, Hülkenberg avait fini quoi? 11e, si je me souviens bien, il était à la porte des points et il était vraiment... je pense que il ne faut pas oublier que c'est un pilote qui est bon sur un tour lancé. Ouais. Mais en plus de ça, je pense que le fait qu'il est bien fait à Imola aussi, ça a donné un bel espoir pour Sauber pour dire on est capable de se... 12e, pardon. On est que Sauber est capable de se battre pour des points à quelques reprises durant la saison. Et Gabriel Bortoleto aussi, je sais qu'on n'en a pas beaucoup parlé de lui, mais meilleure qualification à date en Formule 1 et a été dans le coup pour se battre dans le top 10 à quelques reprises. Je pense que ça mérite vraiment aussi une mention honorable. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ouais, donc... c'est une mention honorable que j'accepte. ouais. Donc, vraiment, chapeau à Sauber pour leur course, pour leur stratégie, mais surtout aussi pour le week-end. Puis, sérieusement, on espère que ça puisse continuer comme ça. Du côté de l'équipe contre qui elle se bat pour éviter de terminer dernier, Pierre Gasly termine 8e pour Alpine. Juste derrière son copain fan du PSG, Isaac Hadjar. C'est un week-end qui se termine bien pour le pilote Alpine. Oui, en plus de la victoire du PSG. Yark. Non, mais les Français sont contents, Abdou. Oui. Ouais, content, mais aussi en train de saccager la ville. Bref. Mais Pierre Gasly a bien est allé saccager la course de bien d'autres personnes en allant chercher des points. Tout à fait. Même Hadjar a bien fait. Donc, oui. on va pouvoir y revenir. Mais oui, je pense que Gasly a fait une bonne course. Ça complète bien le week-end pour lui. Ça n'a pas été des week-ends tout simplement faciles dernièrement non plus, avec certaines courses qui, je pense, Gasly aimerait revoir. Et je pense que ça finit bien. En plus, on s'entend que ça a été 3 courses de suite là, pour les pilotes. Je pense que ça va être
c'est le fun, je crois, pour un pilote comme ça, de bien finir comme ça, de pouvoir penser là, dans 2 semaines à retourner à Montréal en forme. Exactement. Et puis, ça aide aussi les points pour Alpine dans l'éventualité. Je sais que Sauber vient de faire une grosse récolte avec la 5e place d'Hülkenberg. Je sais pas si ça peut se convertir en 4e place si jamais pénalité il y a pour Charles Leclerc, lol. Mais quand même, Alpine marque des points. C'est bien dans les circonstances. Au moins, il reste et ils sont quand même capables d'aller chercher Aston Martin. D'ailleurs, Fernando Alonso a finalement des points, Marc-André. Oui, c'est vrai. À la maison, en plus. Un point de plus qu'il était supposé, en plus. Oui. Donc, ça au moins, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et là, tu vois, finalement, Alonso, là, c'est points. Non seulement c'est une bonne chose, mais ça permet aussi ça permet au moins de dire que les améliorations amenées par Aston Martin ont bien fonctionné. Ouais, je pense que ça prouve que ça a bien fonctionné. Maintenant, on peut quand même se questionner à propos de Stroll, à savoir, est-ce que, ça fait 6 semaines qu'il est en douleur, est-ce qu'il aurait peut-être dû laisser sa place? Je sais pas, j'ai hâte de voir comment tout ça, la timeline de sa blessure, voir, parce que c'est quand même dommage là, de devoir avoir une seule voiture en raison de ça. Mais non, à suivre. Mais tu vois, Marc-André, et là, je vais dire ça avec des pincettes parce que c'est évidemment, je pense, je te l'avais partagé ce matin, mais Andrew Benson de la BBC rapporte que apparemment, bon, on ne sait pas si ça a un lien avec les blessures qui ont été causées, mais Lance Stroll était visiblement furieux après son élimination en Q2 où il était genre presque 5 à 6 dixièmes plus lent que Fernando Alonso qui atteint la Q3. Et là, Benson rapporte qu'il y a eu des propos comme quoi Stroll aurait cassé des trucs dans le garage, aurait engueulé des collègues de travail. Et le porte-parole de l'équipe a dit que Lance était furieux. Mais le même porte-parole a dit que il n'y avait aucun lien entre la blessure qui a forcé Stroll à se retirer du Grand Prix d'Espagne et sa frustration. Okay. Maintenant, il y a eu aussi le fait que Stroll a manqué la pesée obligatoire par la FIA. Il était sous enquête pour ne pas l'avoir fait, mais là, il a reçu finalement un avertissement. Aston Martin a reçu un avertissement de ne plus le refaire parce que, évidemment, il y a eu Aston Martin a dû justifier justifier l'absence de Stroll, et d'ailleurs il a fait la pesée après lorsque il était fit pour le faire. Et là il y aura opération pour justement réparer les douleurs au niveau du poignet et de la main, surtout causées par son accident de vélo avant le début de la saison 2023. On ne sait pas s'il sera là pour le Grand Prix du Canada, mais on ne va pas spéculer sur le temps que ça va prendre. La seule chose, c'est qu'on veut souhaiter un prompt rétablissement à Lance. C'est le seul truc qui compte pour le moment. Puis en espérant qu'il soit là au Canada, je sais qu'il y a un doute, parce que sinon, on a une collègue qui pourra pas dire ce qu'elle aime dire habituellement. Ouais, donc probablement. Je fais référence à Anna-Maria qui aime bien mettre Lance Stroll vainqueur au Canada. Exactement. Ben, ça n'arrive. Il y a des chances que ça n'arrive pas, mais c'est à suivre. On va parler de Liam Lawson et d'Isaac Hadjar. Marc-André,
Adjar, encore une fois, très bon et un magnifique dépassement par l'extérieur en plus, au virage 3 et 4. C'était magnifique. Et Liam Lawson a été un peu plus agressif qu'à l'habitude, où il termine quand même 11e, mais il était... c'est pas... Il a flirté avec les limites à plusieurs reprises. Oui, tout à fait. Ça peut être, Adjar, je pense que nous prouve encore une fois que c'est un excellent pilote, jeune recrue qui nous force à être heureux de ses bons résultats. Lawson course sur la limite, je pense que tu l'as bien nommé. La course n'a pas été a été en deux temps pour lui, je trouve. Là. Début de course sensiblement difficile, on dirait que sa voiture ne suivait pas toujours le rythme. À un moment donné, j'ai l'impression que plus les tours avançaient, il a réussi à chausser les bons pneus. Je pense que c'était le médium qui a mieux fait à Lawson. Puis après ça, il a pu avoir une heure d'aller. Il y a eu la petite bagarre avec Berman. Finalement, Berman s'est vu remettre 10 secondes de pénalité. Mais ouais, je pense que AlphaTauri, Racing Bulls peut être quand même content de leur course malgré tout. Ouais. Et s'il y a une équipe qui n'est pas vraiment contente, et vraiment, c'est peut-être une des premières fois de la saison pour dire on est déçu de leur performance, c'est Williams qui Carlos Sainz finit 14e et Alex Albon qui est obligé d'abandonner en plus d'avoir obtenu une pénalité de 10 secondes pour avoir quitté la piste avec un avantage et a eu 2 ailerons avant endommagés, d'abord avec le contact avec Nico Hülkenberg au départ et le deuxième en jugeant un peu mal le dépassement avec Lawson. Exactement. C'est vraiment une fin de semaine difficile pour Williams. Mais j'ai l'impression que c'est le genre d'écurie actuellement qui vont tellement bien que je serais pas surpris d'une réponse extraordinaire au Canada. Je sens qu'on pourrait avoir une très belle course là, de Williams au Canada pour répondre justement à cette contre-performance. Autant de Sainz qu'Albon. Sainz a jamais eu de rythme, mais jamais eu de rythme. Puis ça l'a vraiment poussé dans à avoir des positions un petit peu de mauvaises positions justement. Donc je suis quand même content de le voir. J'ai l'impression qu'il va pouvoir répondre au Canada. Puis Albon, il peut pas faire pire. Ça a été une course excessivement difficile pour lui. Il a même dû abandonner à la fin. Donc c'est quand même plate parce que justement c'était comme on parlait, c'était une écurie qui était sur une belle aire d'aller. Puis j'espère juste que cette écurie va pouvoir revenir en force. Ouais, exactement. Et il le faut pour eux aussi. Donc, mais il faut aussi jouer avec la concentration sur 2026. Tout à fait. Juste avant de vous donner le classement des pilotes et des constructeurs, juste vous aviser que là, on termine cet épisode, mais Charles Leclerc a été convoqué au bureau des commissaires pour 12h50 heure du Québec, donc non, 11h50, donc il était déjà là-dessus au moment où on a enregistré en fait, donc on n'aura pas une décision maintenant là, avant de terminer l'enregistrement, mais juste pour dire que Charles Leclerc est sous enquête actuellement, donc ça confirme un peu ce qu'on prévoyait un petit peu. Ouais, exact. Il a été convoqué au bureau des commissaires. Je ne sais pas si Max Verstappen l'a été aussi pour ça, parce que normalement, il faut attendre les deux parties. Parce que là, le site de la FIA ne fonctionne pas pour le moment. Fait que Marc-André est sur ce dead app qu'est Twitter, m'excuse, pour avoir les nouvelles. C'est là d'ailleurs où il a trouvé la décision concernant les points de suspension de Max Verstappen. Donc, je vais vous donner le classement des pilotes à l'issue de ce Grand Prix d'Espagne 2025. Alors, Oscar Piastri reste en tête avec 186 points. Maintenant, l'écart a augmenté à 10 points
sur Lando Norris, c'est 186 contre 176 pour Norris. Norris est deuxième avec 176 points. Max Verstappen avec son point est maintenant à 137. George Russell est quatrième avec 111 points. Charles Leclerc est cinquième avec 94 points. Lewis Hamilton est sixième avec 71 points. Septième, Andrea Kimi Antonelli avec 48. Alex Albon est huitième avec 42 points. Hadjar est neuvième avec 21 points et Esteban Ocon est dixième avec 20 points. Et Nico Hülkenberg est maintenant 11e avec 16 points. Au classement des constructeurs, McLaren est toujours en tête avec 162 points. Et Ferrari monte au deuxième rang avec 165 points. Mercedes est troisième avec 159 points. Et Red Bull est quatrième avec 144 points. Donc, une chute de Red Bull quand même. Williams est cinquième avec 54 points. Racing Bulls, sixième avec 28 points. Septième, Haas avec 26. Sauber a grimpé de 2 places, se retrouve maintenant 8e à égalité avec Aston Martin, mais comme la 5e place d'Hülkenberg est le meilleur résultat entre les pilotes qui ont participé, c'est avantage Sauber. 9e, c'est Aston Martin aussi avec 16 et Alpine est 10e et bon dernier avec 11 points. C'est ce qui complète cet épisode d'après-course du Bulletin GP. Devinez quoi? La prochaine course, c'est chez nous! Oh oui! À Montréal. Alors, il n'y aura pas d'épisode pour cette semaine. On va mettre l'accent sur un avant-goût du Grand Prix du Canada et évidemment l'émission d'après-course qui, exceptionnellement, sera enregistrée lundi. Sera disponible mardi, en fait, parce qu'on veut profiter du Grand Prix du Canada. Je sais que je serai sur place seulement le vendredi, mais pas le dimanche. Alors, oui, on va mettre la table pour notre Grand Prix national et j'ai très hâte. Mais en fait, on a tous très hâte. Oh oui, on manquera pas ça. Alors, on est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcasts, même YouTube. On est aussi sur Facebook, Blue Sky, Threads et Instagram @ le bulletin GP et évidemment le groupe Facebook La Monoplace. On devrait aussi préparer le guide du Grand Prix du Canada pour ceux et celles qui veulent assister au Grand Prix du Canada et profiter des activités qu'il y a sur place et même au centre-ville. Marc-André Fortin, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Abdou. C'est toujours un plaisir. Et je pense que ça fait du bien aussi de décolérer un peu. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve pour le Grand Prix du Canada et pour un prochain épisode. Allez, salut tout le monde! Salut à tous!